Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de deux sujets qui me passionnent, la science et la musique. Vous le savez, l'évolution des styles musicaux a toujours été fortement influencée par les capacités et les sonorités des instruments disponibles à une époque donnée. Pour ne prendre qu'un exemple, on peut penser à l'impact de l'invention du piano sur le travail des compositeurs qui ont suivi. Or, au cours du XXe siècle, on a vu apparaître des instruments d'un genre complètement nouveau qui ont bouleversé une bonne partie de la musique, les synthétiseurs. Et aujourd'hui, on va parler du fonctionnement de ces synthétiseurs et des principes d'électronique et de traitement du signal sur lesquels ils se basent. C'est un sujet qui me tient à cœur car toute ma jeunesse, mon père m'a biberonné à Pink Floyd, Emerson Lake and Palmer, Jean-Michel Jarre, Vangelis, autant d'artistes qui ont donné leur lettre de noblesse à ces instruments révolutionnaires. Et comme il est difficile d'évoquer les évolutions techniques de ces instruments sans parler de l'histoire de leur influence musicale, j'ai demandé à Marguerite de la chaîne Scherzando de venir nous éclairer là-dessus. Salut Marguerite, est-ce que tu peux nous dire un mot sur ta chaîne? Salut David et merci pour l'invitation. Sur ma chaîne, je parle d'histoire de la musique, du Moyen-Âge à nos jours, sans faire de discrimination entre les différentes époques ou les différents styles. J'y parle du chant grégorien comme de l'hymne des États-Unis, mais aussi du Requiem de Brahms, en me demandant ensuite si Joule est un troubadour. Le but, c'est pas de dire qui est meilleur que l'autre, mais de lier les époques entre elles, en essayant au passage de dépoussiérer ce qu'on appelle très largement la musique classique. Eh bien, sans plus attendre, partons à la découverte de ce qu'est un synthétiseur. Pour parler du fonctionnement des synthétiseurs, il faut d'abord revenir à ce qu'est le son. Vous le savez peut-être, les sons sont des ondes de pression qui se manifestent surtout dans l'air qui nous entoure. L'air autour de nous possède une certaine pression et il y a plusieurs unités de mesure pour la quantifier. Il y a le bar, et l'air ambiant est à environ 1 bar, c'est pratique, ou bien encore le pascal, et 1 bar vaut 100 000 pascal. La pression de l'air autour de nous n'est évidemment pas parfaitement constante. Elle peut varier d'un jour à l'autre, d'un endroit à l'autre, comme on le voit parfois sur les cartes météo, mais elle va également baisser si on se rend en altitude. Et sur un total d'environ 100 000, les variations de pression peuvent être de plusieurs milliers de pascal. Or, le son qui nous intéresse aujourd'hui, c'est également une variation de pression, mais sous la forme d'une oscillation très faible mais très rapide. On mesure la fréquence d'un son en Hertz, c'est-à-dire en nombre d'oscillations par seconde, et pour les sons que l'oreille humaine peut percevoir, c'est typiquement entre 20 et 20 000 Hertz. Plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu. En revanche, l'amplitude de l'oscillation de pression est très faible. Une oscillation de 1 pascal d'amplitude, donc pas grand-chose a priori, ça correspond déjà à un son de 94 décibels, donc à peu près le bruit d'une tondeuse à gazon. Il y a quelque chose d'un peu étonnant à se dire qu'on est sensible à des oscillations de l'ordre d'une fraction de pascal sur un total de 100 000, alors que quand la pression ambiante change lentement de plusieurs milliers de pascal, eh bien on ne s'en rend pas vraiment compte. On peut comparer ça à des vagues sur l'océan. Si vous nagez qu'il y a 10 000 mètres d'eau en dessous de vous et que ça change lentement, vous ne vous en rendez pas compte. Par contre, une vague de 1 mètre, eh bien, vous allez la sentir passer. Pour produire du son, et donc pour faire un instrument de musique, il faut, d'une façon ou d'une autre, produire des oscillations de pression de l'air. Et il n'y a pas de 36 solutions, en fait, il n'y en a que 2. Premièrement, vous pouvez faire osciller une pièce mécanique qui, à son tour, va mettre en mouvement l'air autour d'elle de façon périodique. C'est ce qui se passe avec la vibration d'une corde, ou bien quand on frappe sur un triangle ou encore la peau d'une percussion. La deuxième solution, c'est de faire directement osciller l'air dans une cavité en exploitant des phénomènes de résonance. C'est ce qui permet, par exemple, de produire du son avec une flûte ou encore en soufflant sur le goulot d'une bouteille de bière. Évidemment, aujourd'hui, on peut produire du son et donc écouter de la musique sans avoir un instrument qui joue directement à côté de nous. Il suffit d'utiliser un enregistrement. Pour faire un enregistrement, on place un micro qui convertit les vibrations de l'air sous forme d'un signal électrique et on peut les restituer plus tard de façon amplifiée avec un haut-parleur qui fait l'inverse du micro. Il met en mouvement une membrane en fonction du signal qu'il reçoit. Mais malgré tout, un haut-parleur, ça n'est pas un instrument de musique. Quand on écoute un enregistrement, bon, le son est plus ou moins bien restitué, mais à l'origine, pour créer ce son, eh bien, il a fallu un vrai instrument. Et donc, même un son enregistré trouve forcément son origine dans l'un des deux principes que j'ai évoqués, de l'air qui a été mis en mouvement par une pièce mécanique ou par un phénomène de résonance. Mais au tout début du XXe siècle, grâce à la naissance de l'électronique, on a vu apparaître un instrument d'un genre complètement nouveau, échappant à cette classification, le thérémine.
Ce thérémine, il va avoir une histoire toute particulière, très liée à son créateur, Lev Sergueïevitch Termen, qu'on connaît sous le nom de Léon Thérémine, et sa relation avec le régime communiste qui se met en place en Russie. Termen est un ingénieur qui est spécialisé pendant la Première Guerre mondiale dans les ondes radio. Puis au moment de la révolution de 1917, il va rejoindre les rangs des bolcheviks en mettant en place des réseaux de communication radio pour eux. Et c'est un peu par hasard qu'il va créer le thérémine en travaillant sur un outil qui permettait de mesurer la constante diélectrique des gaz. Soit. En fabriquant cet outil, il va remarquer qu'en passant sa main dans un champ magnétique, ça va produire un son. Et là, ça fait tilt. Parce qu'à côté de tout ça, Termen est aussi musicien, jouant du violoncelle depuis son enfance, et il semble qu'il voulait créer un instrument qui ait un son qui soit satisfaisant dès sa première utilisation. Contrairement au violoncelle, où les premières années d'apprentissage sont souvent assez pénibles à vivre pour les oreilles des personnes vivant avec l'élève instrumentiste. Avec cette découverte hasardeuse sur son appareil électromagnétique, il se lance dans la conception du thérémine. Entre 1918 et 1920, il va faire tout un tas de prototypes, et en 1922, c'est la consécration pour lui, puisque Lénine va lui demander de lui présenter cet instrument. Ce dernier va être complètement conquis par cette invention géniale, qui va un peu lancer la volonté des Russes de se montrer bien plus en avance que leurs voisins en termes technologiques. Ce thérémine, qui est le tout premier instrument de musique utilisant exclusivement l'électricité pour fonctionner, va devenir un outil de propagande. En 1927, Termen va être envoyé partout dans le monde pour montrer sa brillante invention et dire au passage à quel point le régime communiste est merveilleux. La tournée se finit aux États-Unis, mais au lieu d'y rester quelques jours, il va y rester plus de 10 ans. Là-bas, il dépose le brevet pour son instrument, le développe et tente de le commercialiser, puis va de plus en plus passer de temps dans la haute société américaine. Ce qui n'est pas sans intéresser le NKVD, qui lui aurait demandé de récolter quelques petites informations bonnes à prendre. En gros, Termen serait devenu un espion pour le compte de l'URSS, jusqu'à ce qu'il soit arrêté par le NKVD en 1938 et envoyé dans un genre de goulag pour scientifiques, dans lequel il était contraint de créer des objets technologiques pour le régime de Staline. Et le thérémine dans tout ça, il se développe aux États-Unis, parce que les élèves américains de Termen, dont surtout Clara Rockmore, vont continuer de développer l'instrument et de le faire découvrir aux gens. Mais si elle aurait souhaité en faire un instrument noble, utilisé dans le répertoire savant, le thérémine n'aura jamais de grand succès commercial et restera une curiosité au son étrange, qui sera surtout utilisé dans les films de science-fiction. Mais finalement, c'est dans la musique pop que le thérémine trouvera ses lettres de noblesse, en étant commercialisé par la marque Moog, dont on reparlera un peu plus tard. Et aujourd'hui, grâce à Internet et YouTube, beaucoup de gens découvrent cet instrument au son si particulier et envoûtant. Essayons de comprendre les principes électroniques du thérémine, et notamment comment il est possible d'en jouer sans même toucher l'instrument. Évidemment, il y a un haut-parleur qui permet de restituer le son par une vibration de l'air, afin qu'on l'entende. Mais contrairement à tous les instruments qu'on avait connus jusqu'ici, à la base de la naissance du son, il n'y a que des circuits électroniques. La création du son est purement synthétique. L'ingrédient de base, c'est un oscillateur. Il s'agit d'un module électronique qui va délivrer un signal électrique oscillant qu'on va pouvoir amplifier et envoyer dans le haut-parleur. Il existe plusieurs façons de créer un oscillateur avec des composants électroniques. Un des principes les plus simples, c'est celui du feedback, la rétroaction en bon français. On prend un composant amplificateur et on le branche sur lui-même, c'est-à-dire qu'on connecte sa sortie à son entrée. On crée ainsi une boucle de rétroaction, mais on va intercaler dans la boucle un filtre qui va laisser passer seulement une seule fréquence électrique. On n'injecte donc aucun signal au départ, et c'est juste le bruit électronique qui va être amplifié, filtré, amplifié, filtré, amplifié, filtré, etc. et produire en sortie un signal électrique oscillant à la fréquence déterminée par le filtre. Alors si on veut faire ça en pratique, on peut réaliser un montage utilisant un amplificateur opérationnel, et pour le filtre, on pourrait par exemple choisir un filtre LC, avec un condensateur et une inductance.
Alors pour ceux qui ont fait de l'électronique, il existe un lien entre la fréquence de résonance du filtre et les valeurs de capacité et d'inductance. F égale 1 sur 2π racine de LC. Donc un oscillateur c'est super, il suffit de choisir les composants comme il faut et on peut obtenir un signal de fréquence donné. Mais en fait ça ne suffit pas pour faire un thérémine. Si on n'a qu'une seule fréquence, donc une seule hauteur de note, on ne va pas pouvoir jouer grand chose. L'idée du thérémine, c'est de faire varier la fréquence du son produit en faisant varier la capacité du condensateur, et donc la fréquence sélectionnée par le filtre de l'oscillateur. Pour ça, on va connecter une des plaques du condensateur à cette grande pièce métallique qu'on appelle une antenne. Or, il se trouve que la simple présence du corps humain, et notamment de la main à proximité de l'antenne, va légèrement perturber la répartition des charges électriques en surface, et donc faire varier la capacité du condensateur. En bougeant sa main, on peut contrôler donc la fréquence de l'oscillateur et la hauteur de la note obtenue. On a comme ça un instrument de musique. Alors, il faudrait aussi expliquer comment la deuxième antenne contrôle le volume, et je vous passe quelques détails techniques sur les circuits. Mais j'espère que vous comprenez en quoi le thérémine était révolutionnaire. Pour la première fois de l'histoire, on avait un instrument de musique pour lequel la création du son ne reposait pas sur la vibration d'une pièce mécanique ou d'une masse d'air, mais sur une oscillation entièrement synthétisée par des moyens électroniques. Quelques années après le thérémine, en France va naître un instrument qui fonctionne sur le même principe, les ondes Martenot, inventées par Maurice Martenot. Là où c'est rigolo, c'est que Maurice Martenot, tout comme Termen, était un violoncelliste qui, pendant la Première Guerre mondiale, était opérateur radio. Par contre, on vous parlait du peu de succès du thérémine dans la musique savante, parce qu'en fait, ce sont les ondes Martenot qui vont prendre le créneau. En 1928, Maurice Martenot va présenter son tout nouvel instrument au public, qui, contrairement au thérémine, a l'avantage de présenter un aspect familier, il utilise un clavier de piano. Peut-être que là est l'une des réponses au fait que cet instrument ait eu plus de succès que le thérémine. On ne partait pas sur des bases complètement nouvelles. En plus du clavier qui permet, comme sur un piano, de jouer des intervalles de demi-ton, on trouve une bague que le marterniste peut faire glisser sur un ruban juste devant le clavier afin de jouer un glissando parfait. Il n'y a plus de ton, ni de demi-ton, ni même de quart de ton, tous les intervalles sont possibles. Jusque dans les années 1980, cet instrument va être pas mal utilisé, et notamment en musique savante. Pour moi, l'œuvre la plus marquante, c'est sûrement la Tourangalli la symphonie de Olivier Messiaen. Parce que, indépendamment du fait qu'il y ait des ondes Martenot, c'est une œuvre symphonique majeure du XXe siècle, par l'un des compositeurs majeurs du XXe siècle. Et retrouver les ondes Martenot dans ce type d'œuvre n'a rien d'anodin, puisque ça les inscrit dans l'histoire de la musique comme un instrument qui n'est pas juste une curiosité technologique, mais un instrument qui a su trouver sa place dans le répertoire. You see, it's a real musical instrument. En plus, lors de la première représentation de cette œuvre, c'est Ginette Martenot, sœur de l'inventeur de l'instrument, qui interprétait la partition pour les ondes. Ce qui, je trouve, ajoute à la saveur de cette œuvre. En revanche, cet instrument sera un peu oublié au fil des années. L'arrivée d'autres instruments électroniques plus polyvalents va considérablement diminuer l'attrait musical des ondes Martenot, même si dans les années 2000, certains musiciens vont s'en emparer pour un peu les réhabiliter, à l'image du guitariste de Radiohead Johnny Greenwood, qui dira des ondes qu'elles lui permettent de chanter alors qu'il ne sait pas le faire avec sa voix. Alors évidemment, vous l'avez peut-être senti, la limitation des instruments comme le thérémine et les ondes Martenot, c'est que si on utilise juste un simple oscillateur tel que celui que j'ai décrit, on obtient uniquement un son très pur, ce qui peut être un peu limitant du point de vue créatif. Les instruments usuels n'ont jamais un son parfaitement pur, et c'est d'ailleurs en partie ce qui les distingue et fait leur intérêt. Pour s'en rendre compte, on peut enregistrer différents instruments jouant une même note et analyser les fréquences contenues dans le son. Pour faire cette analyse, on va tracer le spectre de chaque signal sonore.
Alors mathématiquement, ça se fait en calculant la transformée de Fourier, et ça permet d'obtenir la décomposition comme une somme de sinusoïdes de fréquences données. Alors ici, j'utilise le logiciel Audacity et son analyseur de spectre, mais vous pouvez aussi le faire de façon très simple avec l'application physique dont j'avais parlé dans une vidéo pour la main à la pâte. Ici, on a joué un La. Avec un diapason parfait, ça correspondrait à un pic à 440 Hz. Et vous voyez avec les différents instruments que bien que la note jouée soit la même, le contenu en fréquence de ces instruments est différent. À part la fréquence fondamentale, les spectres contiennent d'autres fréquences, on appelle ça des partiels, et notamment des fréquences qui sont des multiples entiers de la fréquence fondamentale, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, etc. Ces fréquences multiples, ce sont les harmoniques, et le contenu en harmonique que l'on obtient avec un instrument va déterminer son timbre. C'est ce qui caractérise en partie cet instrument et permet de le différencier d'un autre. Le timbre d'un piano n'est pas celui d'une flûte ou d'une guitare, même quand il joue exactement la même note. Si on veut fabriquer d'autres instruments électroniques avec des timbres nouveaux et bien à eux, eh bien, il faut qu'on trouve un moyen de jouer sur le contenu en harmonique des sons que l'on va synthétiser. Alors, a priori, il y a une solution facile pour modifier le timbre d'un instrument synthétique. On a vu qu'un oscillateur simple nous donne un signal sinusoïdal à une certaine fréquence. Si on veut fabriquer un timbre plus riche, on n'a qu'à ajouter d'autres oscillateurs qui sont réglés sur les fréquences des harmoniques. Alors ça fonctionne effectivement et on appelle ça de la synthèse additive. Mais il existe d'autres façons de faire, et notamment le principe opposé, la synthèse soustractive. L'idée est simple, on va partir d'un son contenant au contraire une très grande quantité d'harmoniques, et on va sculpter le son en filtrant certaines fréquences. La synthèse soustractive est la forme de synthèse la plus utilisée aujourd'hui. Et c'est donc surtout de ça dont on va parler maintenant. Pour faire ce travail de sculpture du son avec des synthétiseurs, les musiciens utilisent différents modules électroniques qu'ils vont connecter. On parle de synthèse modulaire. Alors comme moi je n'ai pas de vrai synthé modulaire, je vais utiliser un logiciel open source qui s'appelle VCV Rack et qui permet d'émuler les différents modules qui composent un vrai synthétiseur analogique. Et on peut les placer sur un rack virtuel et les connecter entre eux. Comme point de départ de la synthèse soustractive, on l'a dit, il nous faut un son qui contienne déjà beaucoup d'harmoniques, notre bloc brut qu'on va sculpter. Et l'oscillateur simple que j'ai décrit, ça ne marche pas puisqu'il nous donne essentiellement qu'une fréquence. Il nous faut un autre type d'oscillateur. En utilisant des schémas électroniques différents, on peut créer des oscillateurs qui fournissent des signaux électriques qui ne seront pas sinusoïdaux, mais par exemple triangulaires, carrés ou encore en dents de scie. Alors voyons les sons que ça produit. Ici, je vais prendre un module oscillateur que je vais connecter au module de la sortie son. Alors voilà, pour l'instant, on obtient un son très simple. Et pour pouvoir visualiser le signal, je vais faire la même chose, mais en intercalant un oscilloscope ainsi qu'un analyseur de spectre. Alors, il est un peu moins précis que celui d'Audacity, mais bon, ça va le faire. Donc ici, l'oscillateur est réglé à 261 Hz, c'est le Do du milieu sur un piano ou une partition, et je suis sur la sortie sinusoïdale de l'oscillateur. On voit sur l'oscillo qu'effectivement la courbe est sensiblement sinusoïdale, et le spectre nous montre bien la fondamentale, là à 261 Hz, mais on voit aussi quelques harmoniques supplémentaires. Alors pas très intense, vous voyez, c'est plusieurs dizaines de décibels sous la fondamentale, ça veut dire que notre signal n'est pas parfaitement sinusoïdal. Alors maintenant, on va passer au signal triangulaire. On entend déjà un son un peu plus riche, avec un peu plus de rugosité. Alors l'oscillo nous montre que l'oscillateur n'est pas parfait, c'est pas un triangle pur, mais enfin c'est pas très grave. Et si on analyse le spectre obtenu, eh bien on voit qu'on n'a plus essentiellement une fréquence pure, mais un certain nombre d'harmoniques. La première, elle est un peu en dessous de 800 Hz, c'est 3 fois la fondamentale, et ça correspond à un Sol, la quinte du Do. Celle d'après, c'est 5 fois la fondamentale, un peu au-dessus de 1300, c'est un Mi, la tierce majeure du Do. Alors ce sont uniquement les harmoniques impaires, là, on n'a pas le double ou le quadruple de la fondamentale. Alors maintenant, passons au signal carré. Alors là, même topo, le signal n'est pas parfaitement carré. Et on retrouve les harmoniques impaires, mais à un niveau plus fort qu'avec le triangle, vous voyez. Le son est plus riche, plus texturé. D'ailleurs, peut-être que cette sonorité vous rappelle quelque chose, c'est exactement celle de la musique des premiers jeux vidéo. Il y a une raison pour ça, c'est qu'un signal carré, d'un point de vue informatique, c'est super facile à coder parce que l'information est binaire.
Donc quand on n'a pas une machine très puissante, faire de la musique en signal carré, c'est assez économique. Et c'est ce qui fait qu'en fait, dans notre imaginaire, le timbre d'un oscillateur en signal carré est très associé aux premiers jeux vidéo. Bon, et voyons enfin le signal en dents de scie, c'est le plus riche. Hein. Vous voyez, on a un son très rugueux, avec beaucoup d'harmoniques, à des niveaux plus élevés, et comme on voit là sur le spectre. Et cette fois, notamment, on a les harmoniques paires, par exemple 2 fois ou 4 fois la fondamentale, hein, qui sont les octaves supérieures de notre Do de départ. Pour créer notre matériau de base, on peut donc utiliser ces 4 familles d'oscillateurs qui fournissent beaucoup d'harmoniques. On peut notamment en superposer plusieurs, et on peut même ajouter des sons très riches comme des bruits blancs ou des bruits roses qui contiennent plus ou moins toutes les fréquences. Électroniquement, pour faire ces oscillateurs, on l'a dit, on a besoin de composants amplificateurs. Au début du XXe siècle, on utilisait des tubes à vide, ces grosses lampes qu'on retrouve parfois dans certains amplis de guitare par exemple. L'inconvénient, c'est qu'il en faut beaucoup et que ça prend de la place. Les premiers synthétiseurs avaient ainsi des tailles absolument prohibitives, comme par exemple le légendaire RCA Mark II, installé à l'Université de Columbia en 1957, et qui occupait toute une pièce. Et c'est ce qui, dans les années 60, motiva l'ingénieur Robert Moog à essayer de miniaturiser tout ça en utilisant plutôt des transistors à la place des tubes à vide. Ces transistors à semi-conducteurs venaient tout juste d'être inventés, et ils étaient bien plus petits que les tubes. Moog commença ainsi à créer les premiers synthétiseurs portables, ou du moins transportables. Moog, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est une marque qui va d'abord commercialiser des thérémines. Et oui, on y revient toujours. D'ailleurs, si vous cherchez à vous procurer un thérémine aujourd'hui, vous achèterez très probablement un Moog. Mais contrairement à l'arrivée du thérémine et même des ondes Martenot, Moog va vraiment laisser son empreinte dans l'histoire de la musique, va vraiment créer une révolution et dépasser le stade de curiosité technologique musicale. L'un des problèmes des 2 premiers instruments, c'est sûrement qu'ils sont arrivés trop tôt dans le monde de la musique. Dans la période d'entre-deux-guerres, les compositeurs classiques les plus actifs sont sûrement Ravel et Prokofiev, pas le genre à mettre des instruments électroniques dans leur musique. Et côté musique populaire, le jazz est en plein boom, mais la seule utilisation de l'électronique est pour amplifier le son d'instruments acoustiques comme la guitare ou la voix. Puis arrive la Seconde Guerre mondiale et sa nécessité de créer le monde d'après, qui celui-là a existé pour le coup. Musicalement, compositeurs et interprètes vont vouloir repartir de zéro et déconstruire ce qu'ils se faisaient déjà. Les synthétiseurs de Moog vont avoir un grand rôle là-dedans. Le premier synthétiseur modulaire Moog doit sa naissance à la rencontre entre Robert Moog et Herb Deutsch. Les 2 hommes se sont rencontrés car Deutsch, compositeur expérimental, cherchait de nouvelles façons de créer du son. Il a donc demandé à Moog, qui fabriquait alors ses thérémines, s'il pouvait l'y aider. Ils se sont mis à travailler, à bidouiller, à imaginer et à créer le premier synthétiseur modulaire Moog, né en 1965. Au début, cet instrument aux airs de machine d'opératrice téléphonique va rester dans un cercle d'expérimentateurs et d'improvisateurs assez fermé, avant que ne débarque Wendy Carlos. We can make it sound very dull, quite pure, or very bright, and you can do this dynamically in time, so... En 1968, elle sort Switch on Bach, un album de pièces de Bach joué uniquement au synthétiseur modulaire de Moog. Et figurez-vous que cet album a rencontré un très grand succès, se hissant dans le top 10 des ventes américaines, atteignant le million de ventes en 1974 et remportant même 3 Grammy Awards. C'est un succès retentissant tant pour l'interprète que l'instrument de Moog, et forcément ce sont des portes qui s'ouvrent. Pour Carlos, ce sera notamment l'interprétation de BO de films, comme Orange Mécanique, dans laquelle elle joue, toujours sur son Moog, des pièces de Beethoven et de Purcell. Ou même la composition de la BO du film Tron, révolutionnaire lui aussi en termes numériques. Pour Moog, ce sera la consécration et la participation à l'autre révolution musicale. Les postes de radio et les tourne-disques se démocratisent et entrent dans les foyers des gens normaux. Ce n'est plus un luxe de pouvoir écouter la musique chez soi, et ce n'est plus si difficile d'enregistrer un album, les jeunes prennent plus de place dans la société, alors leur musique aussi, et le résultat de tout ça, c'est que la musique populaire prend de plus en plus de place dans le paysage musical occidental. On veut du nouveau, on veut du frais, et quoi de plus nouveau que la musique électronique? Alors après cet album de Wendy Carlos, plein de musiciens populaires vont vouloir s'emparer des synthés. Et qui de plus populaire à la fin des années 60 que les Beatles? Si vous écoutez bien l'album Abbey Road, vous pourrez entendre un de ces synthétiseurs sur plusieurs morceaux.
Il existe même un album de George Harrison qui fait joujou sur un des synthés modulaires de Moog, mais bon, franchement, c'est d'un intérêt musical assez limité. L'un des plus célèbres utilisateurs de ces synthés, c'est sûrement Keith Emerson, membre du groupe Emerson, Lake & Palmer. Au début des années 70, il s'empare de l'instrument et va faire du synthé un instrument cool. Au même titre que la guitare électrique et ses guitares héros qui gesticulent dans tous les sens, provoquant la liesse des fans, le claviériste devient une rockstar à part entière. Par contre, Emerson deviendra aussi la hantise de tous les roadies qu'il croise. Vous l'avez peut-être remarqué, mais cet instrument est particulièrement volumineux. Celui d'Emerson pesait plus de 250 kg et faisait plus de 3 mètres de haut. Alors il l'emmènera pas partout, mais il est présent à beaucoup des concerts du groupe. D'ailleurs, ce sera bien le seul à le faire. Et c'est quelque chose à laquelle va se heurter Moog. Ces sons électroniques sont révolutionnaires, sont nouveaux, plaisent aux musiciens et au public, mais les machines sont énormes et compliquées. Alors, en 1970, Moog décide de créer un concentré de ses synthétiseurs modulaires et va lancer le Mini Moog, qui lui est un synthétiseur analogue. Toute la technologie Moog regroupée dans un seul petit instrument, aux possibilités quasi infinies en termes de création de son, bien plus simple d'utilisation, c'est le tout premier synthétiseur qu'on pourrait qualifier de populaire et qui va traverser les époques. On le retrouve chez Pink Floyd, Toto, Jean-Michel Jarre, Daft Punk, Herbie Hancock, ABBA, et aussi dans le groupe allemand Kraftwerk, qui est l'un des pionniers de la musique électronique dans les années 70. La musique d'aujourd'hui serait sûrement bien différente si Moog n'avait pas bidouillé en compagnie du compositeur Dutch à la recherche de sons nouveaux. Mais comment fait-on pour créer les sons si riches qu'on a entendus dans tous ces morceaux? On a vu grâce aux oscillateurs comment générer des sons contenant beaucoup d'harmoniques, mais ça ne suffit pas. L'étape suivante pour sculpter notre son, c'est de réaliser de la synthèse soustractive en supprimant certaines fréquences et en privilégiant d'autres. Pour ça, on va utiliser un filtre qui va modifier l'intensité associée à chaque fréquence. Pour visualiser l'effet d'un filtre sur le son, il suffit de représenter son atténuation en fonction de la fréquence. Un filtre très classique, c'est ce qu'on appelle un filtre passe-bas. On choisit une fréquence, qu'on va appeler la fréquence de coupure, disons 1000 Hz. En dessous de cette valeur, le filtre n'atténue pas, donc une atténuation de 0 décibel. Et au-delà de 1000 Hz, l'atténuation est de plus en plus importante. Donc on a une pente. Plus la pente est forte, plus la coupure sera nette. Pour intégrer ça dans notre son, on va utiliser un module qui réalise ce genre de filtre, ou du moins une forme approchée. Dans un premier temps, on va essayer de visualiser l'effet du filtre grâce à l'analyseur de spectre. Alors pour ça, je vais utiliser un bruit blanc que je vais envoyer dans l'analyseur de spectre. Le principe d'un bruit blanc, c'est de posséder une répartition homogène sur toutes les fréquences. On voit ici qu'on a un spectre essentiellement plat. Et ensuite, je fais passer le signal dans le module de filtre et dans un autre analyseur de spectre pour pouvoir visualiser l'effet sur le signal après filtrage. Et là, vous voyez que les fréquences basses sont préservées et que les fréquences hautes sont atténuées avec une sorte de pente. Alors la fréquence de coupure du filtre ici, elle est autour de 2 kHz, mais si je fais varier cette fréquence, eh bien, on peut visualiser l'impact sur la forme du filtre. Je monte la fréquence de coupure et je la descends. Voilà, bon ça c'était juste pour visualiser, on n'a même pas mis sur la sortie son, le son ne serait pas très agréable. Et maintenant, insérons ce genre de filtre dans notre chaîne. Alors on va prendre un signal en dents de scie, histoire de partir de quelque chose de bien riche, puis on va filtrer et écouter. Et on trace le spectre avant et après. Et en fait on voit clairement l'effet du filtre sur les harmoniques. Vous pouvez entendre le résultat d'ailleurs quand je fais varier la fréquence de coupure. Et plus la fréquence de coupure est basse, plus on étouffe les hautes fréquences. Alors ici, évidemment, je le fais avec une simulation sur VCV Rack, mais avec un vrai synthé analogique. Les deux paramètres du filtre, la fréquence de coupure et puis la pente, vont dépendre des composants électroniques qu'on a mis dans le module. Et ça va permettre de jouer sur le timbre qu'on obtient, le contenu en harmonique du signal. Alors ici, on l'a dit, le filtre est passe-bas, il laisse passer les basses fréquences, mais aussi on peut avoir un filtre passe-haut, par exemple, qui fait l'inverse, ou d'autres types de filtres plus sophistiqués. Mais une chose qu'on peut faire et qui donne pas mal de signatures au son, c'est de faire l'inverse d'un filtrage, c'est-à-dire de booster certaines plages de fréquences. Le truc classique, c'est de le faire juste autour de la fréquence de coupure. Alors ici, je vais reprendre mon filtre passe-bas et ajouter ce qu'on appelle une résonance, qui va créer un pic, vous voyez, ici, autour de la fréquence de coupure. Et ça va avoir comme effet de privilégier les fréquences situées juste autour de la coupure, donc ici 2 kHz, et vous voyez
la forme du filtre sur le bruit blanc. Et sur le son, voici l'effet de la résonance. On peut en mettre plus ou moins. Et on peut jouer comme ça avec la résonance et puis la fréquence de coupure, jusqu'à avoir un timbre que l'on trouve intéressant. Bien, alors tout ça est très sympathique et ça donne déjà énormément de possibilités en combinant plusieurs oscillateurs, en variant les formes d'ondes et en jouant avec un ou plusieurs filtres et leurs paramètres. Mais pour l'instant, notre son est quand même très statique, il n'y a aucune variation dans le temps. Alors une chose qu'on peut faire, c'est de faire varier légèrement la fréquence de l'oscillateur. Donc ici, je vais toucher le bouton de fréquence, monter et descendre. Alors c'est sympa, ça fait une sorte de vibrato sur le son, mais c'est un peu fastidieux à faire à la main. Donc on va automatiser tout ça. Alors la première chose à savoir, c'est qu'un oscillateur de ce type s'appelle en fait un VCO, pour Voltage Control Oscillator. C'est-à-dire que je peux piloter sa fréquence en lui envoyant un signal à une certaine tension. Tout à l'heure, dans le cas du thérémine, on faisait varier la fréquence en changeant la capacité d'un condensateur. Et bien là, c'est une variation de tension qui peut provoquer un changement de fréquence de l'oscillateur. Alors allons-y, avec ce module, je vais envoyer une tension fixe pour piloter la fréquence de l'oscillateur. On peut lire la tension appliquée, ici c'est 0 volts. Et en fait, c'est une convention, 0 volts, ça correspond au Do du milieu, donc 261 Hz. Et ensuite, la fréquence va varier selon la règle 1 volt par octave. Donc regardez, si je monte progressivement la tension de pilotage, la fréquence augmente. Et voilà, à 1 volt à peu près, je retombe sur un Do, mais une octave au-dessus, donc autour de 520 Hz. Et donc avec ce principe d'oscillateur commandé en tension, je peux donc piloter la fréquence à partir d'un signal électrique. Et si je veux créer un effet de trémolo, donc une fréquence qui oscille légèrement, eh bien il suffit que la tension qui pilote soit elle-même oscillante. Alors là, il faut faire une petite pause. J'ai un oscillateur à une certaine fréquence, et je veux faire osciller la fréquence, donc piloter l'oscillateur avec un deuxième oscillateur. Il faut réaliser qu'il est différent du premier. Notre premier oscillateur est réglé à une fréquence relativement élevée, c'est quelques centaines ou quelques milliers de hertz suivant la note qu'on cherche, alors que les variations que je réalisais à la main, en tournant le bouton, c'était, disons, quelques hertz, c'était quelques changements par seconde. Donc pour automatiser ce mouvement, on veut utiliser un oscillateur dit basse fréquence, qui oscille à quelques hertz. En anglais, c'est LFO, pour Low Frequency Oscillator. Alors voilà, ici on a un module LFO dont on peut régler la fréquence, et on va injecter un peu de ce signal oscillant dans la tension qui pilote l'oscillateur qui produit le son. Et voilà le genre de choses qu'on peut obtenir en dosant les oscillations. Vous voyez l'impact sur le son, sur le signal oscillo et sur le spectre. La fréquence de l'oscillateur sonore bouge légèrement, créant un effet de vibrato, et je peux m'amuser à ajuster sa vitesse en jouant sur le LFO. Ça, c'est donc pour un effet de vibrato, une oscillation de la hauteur de la note. Dans le même genre, on peut utiliser un LFO pour contrôler non pas la fréquence du son, mais son intensité, et donc faire ce qu'on appelle un trémolo. Alors pour faire varier l'intensité du son en fonction d'une tension appliquée, on a besoin d'un module qu'on appelle Voltage Control Amplifier, VCA. Et le VCA va moduler le volume sonore en fonction d'une tension de pilotage qu'il reçoit ici. Donc ici, on fait passer notre signal dans le VCA. Pour l'instant, il n'y a pas de tension de pilotage, donc ça passe entièrement. Et quand on le connecte avec l'oscillateur basse fréquence, voilà ce qu'on obtient. La fréquence du son reste constante, la hauteur de la note ne change pas, mais le volume oscille. On a un effet de trémolo. Et on peut ajuster la vitesse du trémolo avec la fréquence du LFO. Et à partir de là, il y a plein de choses qui sont possibles parce que beaucoup des paramètres dont on a parlé dans les différents modules sont eux aussi contrôlables en tension. On peut donc par exemple contrôler la résonance du filtre, ou bien le cutoff, et puis aussi bien sûr changer la forme du signal LFO. Et donc rien qu'avec ces quelques modules, le nombre de possibilités de connexion est déjà énorme. On peut laisser libre cours à sa créativité pour sculpter le son de son choix.
Bon alors là, vous allez me dire, c'est cool, mais on n'a toujours pas vraiment de notes, hein, pas de mélodie. Je veux dire, il n'y a même pas de clavier dans ce montage. Eh bien, figurez-vous que ça n'empêche pas de créer de la musique avec. Effectivement, point besoin de s'encombrer d'un clavier. Et pour ça, je vous invite à découvrir Eliane Radig et son ARP 2500. Radig apprend la musique de manière assez classique, jouant du piano et de la harpe sans un très grand talent, mais en étudiant énormément la théorie musicale. À ses 19 ans, elle déménage de Paris pour Nice et s'installe proche de l'aéroport. Elle adorait les sons que produisaient les avions au décollage et à l'atterrissage. Selon elle, en sélectionnant les sons, il était possible de se créer une petite symphonie intérieure. C'est une idée qui va lui rester en tête jusqu'au jour où, à la radio, elle entend une pièce de Pierre Schaeffer. C'était pour elle une révélation. Tout peut devenir musique. Schaeffer est un pionnier de ce que l'on appelle la musique concrète, une branche de la musique expérimentale dans laquelle on considère qu'on peut faire de la musique avec tout son qui nous entoure, à partir du moment où on considère que la musique, c'est du son agencé dans le temps par un humain. Radig rencontre Schaeffer en 1950 et devient son élève. Elle fera partie des pionniers de la musique concrète sans jamais en avoir le crédit du fait de son genre. Puis bon, au fil des années, elle va un peu se détacher de l'idée de Schaeffer, qui est d'agencer des sons pour faire de la musique, quand Radig pense que la musique est déjà présente dans les sons. Alors en 1970, elle part pour New York où on lui apporte bien plus de reconnaissance qu'en France et où elle découvre l'ARP 2500, un synthétiseur qui deviendra son compagnon de composition pendant les 30 années suivantes. L'ARP 2500 est parfait pour Radig. Il lui permet de produire la musique qu'elle souhaite et elle n'est plus limitée. La particularité de cette collaboration entre la compositrice et sa machine, c'est qu'elle n'utilisait pas de clavier. Elle se fait créatrice de sons avec son nouvel instrument et mène l'oreille des auditeurs vers une nouvelle découverte sonore à chaque seconde de son œuvre. Il n'est pas question de consonance ou de dissonance, il n'est même pas question de rythme ou de note. Ces compositions sont des défilements et des assemblages de sons créés sur l'ARP 2500 sur des durées très longues. C'est ce qu'on appelle le drone, un genre de musique minimaliste dans lequel on fait usage de sons ou d'accords très longs qui changent très peu et très lentement. Dans le milieu des années 70, elle va se convertir au bouddhisme et cette nouvelle spiritualité va avoir un impact certain sur sa musique. Elle admirait le fait que Bouddha soit un humain et non un dieu qui ait réussi à trouver le plein état d'éveil. Et elle va s'inspirer de ça pour ses compositions. Son chef-d'œuvre, composé en 3 parties entre 85 et 93, Trilogie de la mort, s'inspire directement du bouddhisme puisqu'il est son adaptation musicale du livre des morts tibétains. Il va, au fil de sa création, se révéler comme une introspection de Radig elle-même, qui vit, lors de la composition de la 2e partie de son œuvre, l'épreuve la plus terrible qu'on puisse imaginer, la mort d'un de ses enfants. Toute l'œuvre peut sonner comme une méditation qui se transforme en réflexion intérieure du deuil de la compositrice, pour finir en une sorte de lâcher-prise, comme si toutes les émotions vécues pleinement pendant la durée de l'œuvre explosaient et s'envolaient. Trilogie de la mort dure certes près de 3 heures, mais c'est une expérience à vivre, une expérience à ressentir dans laquelle le temps est complètement distendu. C'est une imbrication de sons créés sur une machine, mais qui prouve bien que la musique n'a pas à être composée de rythmes ou de notes pour exister. Bon, malgré tout, tout le monde n'est pas Eliane Radig à pouvoir créer de la musique même sans notes. Alors allons-y, cette fois on va brancher un clavier sur nos modules. Alors rien de très compliqué, hein, moi je vais juste brancher un clavier MIDI sur mon ordinateur. Sur un synthé analogique, puisqu'on contrôle les oscillateurs en tension, il suffit de s'assurer que chaque touche du clavier envoie une tension différente à l'oscillateur. Et puis si on règle bien tout ça, on obtient les notes de la gamme. Alors une petite subtilité tout de même, sur les vrais synthés analogiques, les composants électroniques, notamment les oscillateurs, ont des caractéristiques qui peuvent varier légèrement avec la température. Et donc en fonction de la chauffe du synthé ou de la température ambiante, faut parfois faire un peu attention pour s'assurer d'être bien accordé. Donc là j'ai ajouté un module pour lire l'entrée du clavier et simplement piloter l'oscillateur et l'ampli en fonction de la touche que je presse. Alors c'est bien, je joue, c'est top. Je peux créer de la musique avec un son sympathique, mais vous noterez quand même une petite faiblesse. Le son n'a pas franchement de dynamique. Quand j'appuie sur une touche, ça part tout de suite, et quand je relâche, ça s'arrête tout de suite. En pratique, les vrais instruments ont des dynamiques de son qui sont plus riches que ça, qui leur sont propres. Sur un piano, on va avoir une attaque un peu percussive, puis le son va s'atténuer progressivement. Et on peut essayer de recréer ce genre de choses avec un synthétiseur. Et pour ça, il va falloir jouer sur l'enveloppe du son, c'est-à-dire son évolution au cours du temps à partir du moment où on va attaquer la note. Alors on a déjà vu qu'on pouvait faire varier l'enveloppe d'un signal grâce à l'amplificateur contrôlé en tension, le VCA, et on avait branché un LFO dessus pour créer un effet de trémolo.
Mais en fait, en envoyant un signal de la forme qu'on souhaite, eh ben, on peut créer la dynamique qu'on veut. Alors on pourrait imaginer des choses complètement tordues, mais en pratique, on retrouve toujours les mêmes ingrédients. Donc on va paramétrer une courbe d'enveloppe avec ce qu'on appelle un ADSR, pour Attack, Decay, Sustain, Release. La courbe a en gros la forme suivante, hein. Le signal augmente rapidement jusqu'à un pic, puis redescend jusqu'à un plateau intermédiaire. Et là, il faut s'imaginer que ce plateau va durer autant que l'on tient la touche. Et quand on lâche la touche, il redescend jusqu'à 0. Et ce sont ces 4 phases voilà, qu'on appelle ADSR. Et chacune est réglable avec un paramètre. Et en connectant le module ADSR au pilotage de l'amplification, au VCA, on peut créer la dynamique souhaitée pour l'enveloppe du son. Alors l'attaque, c'est le temps nécessaire au signal pour atteindre son pic d'intensité. Donc voici une attaque courte. Et voici un exemple d'attaque longue. Ensuite, decay, c'est la vitesse à laquelle le signal descend suite à l'attaque. Sustain, c'est le niveau auquel le signal sera maintenu tant qu'on ne relâche pas la touche. Et release, c'est le temps du retour à 0. Et un release long, par exemple, signifiera que le son se poursuivra, même une fois qu'on a relâché la touche. Mais comme toujours avec les principes de la synthèse modulaire, en fait l'ADSR, c'est un module de plus. On peut s'amuser à le connecter de façon complètement libre à tous les autres si ça nous chante. On peut par exemple contrôler la fréquence de coupure du filtre avec un ADSR. Et donc là j'ai fait un mélange de un peu tout ce qu'on a vu. Hein. On a un ADSR sur l'enveloppe, un autre sur la fréquence de coupure du filtre, et puis on a un LFO qui pilote la résonance. Et là je commence à avoir un son sympathique. Il existe encore bien d'autres types de modules permettant de séquencer les notes, de réaliser des filtres complexes comme les formants qui émettent le son des voyelles, etc. Et bien sûr, chaque synthétiseur possède ses modules propres qui font sa caractéristique sonore. Voici donc pour les principes de base de la synthèse soustractive. Alors je l'ai évoqué au début, il existe d'autres formes de synthèse. Une qui est particulièrement appréciée pour sa richesse, c'est la synthèse FM, en modulation de fréquence. Et là, sortez les coupes mulets, on arrive dans les années 80. 1983 marquera l'arrivée d'un mastodonte du monde des synthétiseurs, le Yamaha DX7. En fait, c'est simple. À sa sortie, Yamaha espérait en vendre 20 000 la première année. Et bien, ils en vendront en fait 150 000. À titre de comparaison, en 10 ans, le Mini Moog s'est vendu à 12 000 exemplaires. Si vous écoutez un son des années 80 avec un synthé, c'est probablement le DX7. Cet instrument va avoir tellement de succès que beaucoup de concurrents de Yamaha vont faire faillite ou devoir faire des plans de relance économique assez poussés. Parce que les ingénieurs de chez Yamaha ont été très malins. La synthèse FM existe déjà depuis 1973, inventée par John Showing, professeur de l'université de Stanford. Sauf que personne ne s'y intéresse vraiment, c'est un procédé très coûteux à mettre en place. Mais Yamaha va miser dessus, va faire travailler ses ingénieurs et surtout va déposer des brevets qui lui permettent de garder l'exclusivité de ses avancées pendant 10 ans. D'où la panique et la chute chez la concurrence, qui continue de produire des synthétiseurs analogiques au son bien moins tranchant et clinquant que les DX7. Grâce au DX7, on a un instrument dont le fonctionnement est bien plus simple que les gros synthétiseurs modulaires, puisqu'il suffit d'appuyer sur des boutons pour obtenir tout un tas de sons programmés de grande qualité. Ceci dit, créer des sons avec est possible, mais plutôt compliqué. Il est assez robuste pour être trimballé partout en tournée, et il n'a pas de dimension extrême comme les premiers Moog ou la RP 2500, et il a un prix assez attractif. C'est un instrument qu'il est facile de se procurer, facile à transporter, facile à prendre en main, pour peu qu'on ne cherche pas à aller plus loin que les sons déjà proposés par la machine. En clair, tout l'inverse des premiers synthétiseurs. Et surtout, son son est nouveau, il se démarque des sons analogues et trouve sa place dans l'esthétique des années 80. Enfin même, allons plus loin, il sera l'une des origines de l'esthétique sonore bien plus explosive des années 80. Pas étonnant donc de le retrouver chez Queen, a-ha, Stevie Wonder, Toto, Madonna, Europe, Jean-Jacques Goldman, Dépêche Mode, U2, Kraftwerk, Jean-Michel Jarre, Elton John, Daniel Balavoine, Supertramp, Michael Jackson, David Bowie, Céline Dion. Nommé une star des années 80, il y a sûrement un DX7 pas loin. Alors on aurait pu rester des heures à vous parler de tous les morceaux mythiques composés sur ces différents instruments. Mais la vidéo est déjà bien assez longue, et encore je me suis retenu de vous brancher sur la BO des Mystérieuses Cités d'Or, qui est quand même le must en la matière.
Aujourd'hui, tous ces synthés vintage dont on a parlé sont très difficiles à trouver, et le plus souvent hors de prix. Heureusement, on sait maintenant émuler de façon numérique la plupart des circuits électroniques qui étaient utilisés. Et même les fabricants historiques de synthés s'y mettent et proposent des logiciels qui reproduisent à merveille ces sons historiques. Voilà, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à expérimenter vous-même, par exemple avec VCV Rack, dont j'ai parlé et qui est en open source. Merci à Grégoire Blanc, un musicien français qui est un des rares instrumentistes à jouer du thérémine et qui nous a gentiment prêté ses images. Allez voir son travail sur sa chaîne YouTube. Et puis surtout, merci infiniment à Marguerite pour son regard historico-musical. J'ai appris plein de trucs, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne Scherzando, je vous mets évidemment le lien en description. Voilà, abonnez-vous à toutes ces chaînes, les cloches, les pouces, tout ça, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.